Sandro Gozzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes italien, député européen élu en France sur les listes macronistes en 2019. Votre groupe, Renew, élira la semaine prochaine son nouveau président. Ce sera Stéphane Séjourné, il est seul candidat et il est jusqu'ici également conseiller à l'Élysée. Est-ce qu'il saura prendre son autonomie par rapport à Emmanuel Macron? C'est son défi. Je suis convaincu qu'il le fera. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour le groupe Renew d'avoir un président qui incarne aussi une nouvelle génération, disons, de la famille démocrate et libérale qui est celle des Renew. Et je crois aussi que c'est une grande opportunité pour nous en tant que délégation, parce que c'est notre chef de délégation qui devient président du groupe. Il a évidemment insisté sur le fait qu'il ira en tant qu'Européen, c'est essentiel pour avoir du succès en tant que président du groupe. Mais déjà, notre délégation n'est pas facile à gérer. C'était un bon entraînement pour lui. Alors justement, il y a une certaine méfiance ou réticence d'une partie de vos collègues, notamment libéraux des Pays-Bas ou d'Europe du Nord, qui ne sont pas toujours très fans des positions françaises, par exemple sur l'autonomie stratégique de l'Europe ou sur les traités de libre-échange. Ils sont très favorables en général à ces traités. Comment concilier tout ça? C'est la difficulté et c'est le charme, je dirais, de notre groupe. C'est un groupe qui est plutôt diversifié, qui est très cohérent et très uni sur des questions d'état de droit, des valeurs fondamentales, etc., mais qui après, sur lesquelles il faut travailler sur des questions telles que l'autonomie stratégique. Mais jusqu'à maintenant, sur les choix clés, on a toujours réussi, pas seulement à avoir des positions communes, mais à être décisif au Parlement européen. Renew, c'est les faiseurs des rois dans les choix fondamentaux. Et de ce point de vue, je crois que c'est une opportunité que quelqu'un de notre délégation préside les groupes pour justement mettre sur la table des thèmes comme celui de l'autonomie stratégique important et travailler pour un consensus. Il y a sans doute du travail parce qu'il y a des femmes et des hommes qui viennent des perspectives et des pays très différents. Le Premier ministre slovène a refusé de recevoir une mission du Parlement européen sur l'état de droit et l'indépendance des médias dans son pays. Il s'en est pris hier sur Twitter de façon assez méprisante et provocante aux députés qui protestaient. Janez Janša est un dirigeant illibéral, il est fan de Trump ou d'Orban, mais il se trouve qu'il préside en ce moment le Conseil de l'Union européenne. Est-ce que la situation peut dégénérer ou aboutir à des blocages? Janša, c'est tout d'abord quelqu'un qui n'a pas compris son rôle. Parce qu'un président en exercice de l'Union européenne jamais devrait s'adresser de cette façon aux représentants des citoyens européens au Parlement européen. Il n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire être le Premier ministre d'un État membre de l'Union européenne. Il n'arrête pas avec les provocations. Moi, je crois que c'est la dernière provocation demande une réaction très dure de notre part et j'espère qu'elle Ça peut être quoi les réactions au-delà de condamner verbalement? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout d'abord, là, il n'a violé aucune règle. Il a tout simplement ajouté une provocation de plus, pas nécessaire, à laquelle il faut répondre parce qu'il faut défendre la dignité et les rôles de tous les membres du Parlement européen. Et cette attaque inacceptable, le Parlement européen doit faire savoir son désaccord total avec cette méthode d'exercer une présidence de l'Union européenne et de faire partie d'une famille qui est l'Union européenne. Ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'Union pendant cette période de présidence slovène? Sans doute, ça n'aide pas à l'influence de la présidence slovène. Et je crois que même du point de vue de l'intérêt des Ljubljana, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, l'attitude de Janša. Et en plus, je crois que la réaction est nécessaire parce qu'il y a trop de lignes rouges qui sont franchies en ce moment en Europe de la part de certains dirigeants. Et il faut dire, comme on dit bien en italien, basta. Alors justement, le tribunal constitutionnel de Varsovie, qui marche main dans la main avec le gouvernement, considère lui que la constitution polonaise l'emporte sur les traités européens. C'est une crise grave pour l'unité de l'Europe. Est-ce qu'il y a une issue possible? Oui, c'est très grave et vous l'avez dit, vous avez touché les problèmes dans votre question. Le tribunal constitutionnel marche main dans la main avec le gouvernement polonais et ça, c'est déjà un problème fondamental parce qu'avec la Pologne, selon la Commission européenne, on a un problème ouvert d'autonomie de la magistrature. Et ça, c'est une violation, un risque d'une violation d'un des principes fondamentaux. Et après, l'arrêt, la décision du tribunal constitutionnel, c'est une attaque au marteau-piqueur à l'édifice communautaire. Je vous explique pourquoi. Si on avait suivi cette attitude, on serait encore en train d'attendre
la première décision sur le marché unique ou la monnaie unique. Parce qu'en Europe, avant, tout d'abord, on adhère à l'Europe librement. Personne ne nous oblige à faire partie de l'Union européenne. Une fois qu'on est dans l'Union européenne, on négocie. On négocie longuement. On prend une décision. Si chaque pays pouvait bloquer ou ignorer une décision en invoquant une loi interne, ça serait fini l'Union européenne. Il n'y aurait plus d'Union européenne. Et donc, je souhaite que la Commission européenne assume toutes ses responsabilités et fasse recours devant la Cour de justice contre cette décision. C'est là que ça doit se régler. Ce n'est pas la première provocation de la Pologne. Il y en a d'autres dans d'autres pays. On pense évidemment à la Hongrie de Viktor Orban. Est-ce qu'il faut, en attendant peut-être des décisions de justice, prendre des sanctions? Le plan de relance européen, par exemple, est en cours. Est-ce qu'il faut fermer le robinet pour ces pays-là? Alors, il y a un problème fondamental en Europe. Il y a une nouvelle division sur les valeurs. Et moi, je suis très inquiet de cette division. D'un côté, il y a sans doute finalement des instruments dont on dispose. Et il est clair que s'il n'y a pas d'autonomie pour la magistrature, s'il n'y a pas de liberté de la presse, s'il n'y a pas certaines libertés fondamentales qui sont violées, il faut utiliser les mécanismes, suspendre les fonds. Et par exemple, la Commission, justement, n'a pas encore donné son aval au plan de relance polonais. Donc vous êtes favorable à ce qu'on suspende pour le moment les fonds de ces pays? Moi, je suis favorable à la suspension de ces fonds au pays. Après, il faut dire qu'on ne règle pas les divisions en invoquant les exits, en invoquant les sorties. L'Europe, c'est un projet qui favorise les convergences. Donc, d'un côté, sans doute, il faut réagir. Il faut réagir en utilisant les instruments pour des violations flagrantes de certains principes et droits fondamentaux. De l'autre, il faut qu'on travaille pour une nouvelle unité européenne, parce que cette division est très dangereuse et contre notre intérêt. Cette idée que le droit national puisse l'emporter sur le droit européen, on l'entend de la part de certains candidats à la présidentielle en France, et pas seulement parmi ceux classés aux extrêmes. L'ancien commissaire européen Michel Barnier propose un référendum pour instaurer un moratoire sur l'immigration et au besoin en s'asseyant sur les règles de l'Union européenne. Vous en avez pensé quoi de cette proposition? J'étais étonné que mon ami Michel Barnier ait tenu ces propos et je suis déçu. Michel Barnier sait bien que remettre en question, disons, la hiérarchie entre les normes européennes et les normes nationales, ça veut dire fin, mettre le mot fin à l'Union européenne. Mais le fait je crois aussi que mettre le moratoire total à la migration, c'est une illusion, c'est un leurre, c'est de la propagande. L'immigration doit être gérée. On sait bien que pour la gérer, il faut faire beaucoup plus ensemble au niveau européen. De dire que pour 5 ans, il n'y aura pas d'immigration en France, c'est une fake news. Michel Barnier, il s'est toujours revendiqué européen. Le fait que quelqu'un comme lui juge que l'Union puisse être une gêne sur les questions migratoires, ça ne montre pas qu'il y a quelque chose qui cloche dans la façon dont l'Europe fonctionne? Non, ça montre tout d'abord une contradiction, un besoin de discours de vérité. Michel Barnier sait bien pourquoi, au niveau européen, on n'a pas réussi à avoir une politique de la migration commune. On pourrait décider à la majorité, on a toujours cherché les consensus à 27, on a toujours laissé les Hongrois ou les Polonais mettre un veto aux décisions sur la politique de migration commune. Il est clair qu'on a besoin de mieux gérer les frontières externes, on a besoin de mieux travailler avec les pays d'origine et de transit, avec des conditions beaucoup plus importantes pour obtenir leur coopération dans la migration, mais de penser, de régler la migration chacun chez soi, ça veut dire que l'immigration, ça sera un problème plus grand pour tout le monde. Éric Zemmour, en France, a le vent en poupe dans les sondages. En revanche, en Italie, les populistes de tous bords viennent de prendre une claque aux élections municipales. Ça veut dire quoi? Que parfois les populistes, il faut les essayer pour se rendre compte que ce n'est pas la solution au problème? En Italie, c'était le cas. En Italie, on a vu les désastres quand les extrémistes, comme les 5 étoiles à la Ligue ont été au gouvernement. C'était un désastre. C'est un désastre pour l'Italie. C'était un désastre pour l'Europe. C'était un désastre pour les relations entre France et Italie. Pour la première fois, on a rappelé à Paris l'ambassadeur français quand les 5 étoiles et la Lega étaient au gouvernement. Les 5 étoiles ont échoué de façon flagrante à Rome et à Turin. Donc, dans le cas de l'Italie, oui, malheureusement, on a essayé les populistes et maintenant, j'espère qu'on est en train de développer quelques anticorps pour les prochaines échéances électorales. Mais les néofascistes, l'extrême droite de Fratelli d'Italia de Meloni est là, elle est en train de se renforcer, elle est en train de tenir un discours contre les vaccins, Novax, qui est très dangereux quand même. La France présidera le Conseil de l'Union européenne au prochain semestre. Elle sera à ce moment-là en pleine campagne présidentielle. Ça risque d'être une présidence pour rien?
Non, c'est une grande opportunité. C'est une grande opportunité parce que tout d'abord, on ne choisit pas les calendriers. Hein. On a décidé On aurait pu intervertir en se mettant d'accord avec d'autres pays. Non, ce n'est pas possible. Il y a 13 ans, on savait depuis 13 ans que la France aurait eu la présidence en exercice de l'Union européenne dans ces semestres. Je ne crois pas qu'il y a 13 ans, on pouvait penser que Macron aurait été président de la République française. Tout d'abord, secondo, c'est une opportunité parce que la France est un pays très influent sur des questions qui sont fondamentales pour l'Union européenne. Je pense à la question de la défense, je pense à la question d'une nouvelle politique industrielle européenne, je pense à la question de prendre des décisions fortes sur le changement climatique. Je pense aussi à l'opportunité que la France, présidente en exercice, aura d'établir, moi j'appelle un trépied politique avec Berlin, avec Rome, qui va être essentiel pour la relance de l'Union européenne. Donc, mais un président de l'Union européenne qui sera par ailleurs en campagne électorale, ça va lui laisser du temps, de l'énergie pour s'engager sur les questions européennes? Moi je suis sûr, tout d'abord, je crois qu'il est impossible de régler pas mal de questions qui seront au centre du débat présidentiel sans travailler dans une dimension européenne. Et justement, je suis sûr que le président Macron voudra exercer son rôle de président jusqu'au dernier jour utile. Et donc, il est clair que, surtout le début de la présidence française de l'Union européenne va être très important pour donner une orientation claire à l'Union européenne. Après, mon souhait, ça sera qu'il se présente, qu'il se déclare candidat et qu'il soit réélu. Et dans ces cas-là, son influence dans la dernière partie de la présidence française de l'Union européenne serait très, très importante. Un dernier mot, on est en pleine conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est censée être une sorte de grande consultation populaire. Bon, on ne peut pas dire que ça ait l'air de passionner les citoyens, ni les médias, il faut bien le dire. Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de cette conférence ? Alors, tout d'abord, j'espère que les médias voudront en parler un peu plus. Je vous remercie de cette question parce que les citoyens ont commencé à travailler. On a tiré à sort et sélectionné 800 citoyens. Ils sont déjà en train de travailler entre eux, ils se sont rencontrés 3 fois. Ce n'est pas seulement un grand exercice de consultation, c'est une façon de faire l'Europe autrement et c'est une façon de préparer les réformes européennes autrement. Donc, d'un côté, on a un défi actuel, faire savoir qu'il y a 800 citoyens qui travaillent entre eux. Et ça, c'est sans doute un travail d'information et de communication qu'on peut faire ensemble, vous les médias, nous les représentants des citoyens. Après, la vraie bataille, ça sera quelle suite donner aux questions des citoyens. Moi, je suis sûr qu'on doit donner une suite complète. Si les citoyens demandent des réformes qui demandent de nouvelles initiatives politiques, nous devons les prendre. Si nous devons adopter une nouvelle loi, adoptons de nouvelles lois. Si nous devons réviser les traités, réformer les traités européens pour donner suite aux questions des citoyens, eh bien, il n'y a pas de tabou, réformons les traités. Merci beaucoup, Sandro Gaudier. Merci à vous.